Bonjour, comment crever le mur de l'indifférence à propos du sort réservé aux migrants par la police et l'administration française, à Paris, à Calais et ailleurs? Alors, c'est l'écrivain et chroniqueur de télévision Yann Moix qui a, le dernier en date, balancé un grand coup de poing par un petit montage d'images et par le moyen d'une adresse solennelle à Emmanuel Macron. Alors, comment réagissent les reporters, les humanitaires qui, depuis des années, eux aussi, s'efforcent d'alerter sur le sort des migrants? Ce sera le sujet de notre émission avec 4 invités capucines. Yann Moix, vous êtes écrivain-réalisateur, également chroniqueur On n'est pas couché, comme on vient de le dire. Vous êtes rendu à Calais ces derniers mois pour réaliser un film et vous y avez assisté à des violences envers les migrants, violences pour lesquelles vous avez interpellé, dans une tribune dont on vient de parler, le président de la République. Gaspard Glantz, vous êtes journaliste, membre fondateur de l'agence de presse Taranis News et vous vous rendez à Calais depuis plusieurs années et vous y dénoncez la situation des migrants ainsi que les violences policières à leur rencontre. Haïdé Saberian, vous êtes la correspondante d'Hebdo à Lille et avant ça, vous étiez correspondante de Libération à Lille pour lesquelles vous avez couvert depuis le début des années 2000 la situation des migrants à Sangatte, à Lille et à Calais. Gaël Mandy, enfin, vous faites partie de l'association Utopia 56 qui vient en aide aux migrants sur le Calaisis et ailleurs. Et aux côtés d'autres associations, vous dénoncez depuis plusieurs années les entraves à l'aide humanitaire faites par les forces de police et les violences à l'encontre des migrants. Alors, le déclencheur de cette émission, c'est donc la tribune écrite et le montage d'images de Yann Moix au début de la semaine. On va revenir sur les deux en rappelant qu'ils arrivent dans un certain contexte. Tout à fait. Yann Moix, donc, dans votre tribune, vous interpellez Emmanuel Macron en ces termes. J'affirme, Monsieur le Président, que des fonctionnaires de la République française frappent, gazent, caillassent, briment, humilient des adolescents, des jeunes femmes et des jeunes hommes dans la détresse et le dénuement. Je l'ai vu et je l'ai filmé. Et sans mettre en cause directement les fonctionnaires de police, mais plutôt ceux qui leur donnent des ordres, vous parlez de protocole de la bavure. Mais avant vous, on observait déjà un regain de mobilisation sur le sujet, et ce depuis le projet de loi Asile et Immigration, projet de loi Collomb, du nom du ministre de l'Intérieur, qui prévoit d'organiser le recensement des migrants directement dans les centres d'hébergement d'urgence, et donc, en quelque sorte, le tri entre les demandeurs d'asile et les expulsables. La nouveauté, c'est quand même que cette dénonciation vient du propre camp d'Emmanuel Macron. La première salve est venue du médecin humanitaire et soutien de Macron, Raphaël Pitti, qu'on voit en ce moment sur les écrans, qui a annoncé rendre sa Légion d'honneur le 29 décembre. La seconde de François Sureau, ami d'Emmanuel Macron et rédacteur des Statuts d'En Marche, dans une tribune le 3 janvier dans La Croix, on ne peut pas faire de l'inhumanité une politique. Le 11, c'était au tour de l'Obs, un journal habituellement plutôt conciliant, au regard des nombres des unes consacrées à l'actuel président de la République, qui a fait sa une cette fois-ci encore avec Emmanuel Macron, mais cette fois-ci entre barbelés, et publié dans le même numéro une tribune de l'écrivain Jean-Marie Leclésio parlant de déni d'humanité et condamnant le tri entre les migrants. Le 16 janvier, c'était au tour de Jean Pisani-Ferry, un économiste macronien, ancien commissaire général de France Stratégie, un organisme de prospective, d'interpeller lui aussi directement le président, dans Le Monde cette fois-ci. Votre politique contredit l'humanisme que vous prônez. Et vous vous inscrivez là-dedans, Yann Moix, puisque vous interpellez le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, le 6, dans l'émission On n'est pas couché. Et juste avant l'extrait qu'on va passer, Griveaux explique que lui, en tant qu'élu, avait parrainé un jeune, plutôt même un nourrisson, grâce au réseau Éducation sans frontières. On regarde. Ce gamin-là, moi je ne sais pas expliquer à ses parents qui sont là depuis longtemps et à ce gamin qui est né ici qu'il faut repartir dans un pays qu'il ne connaît pas. Mais ce qui est insupportable, c'est que cette situation-là se soit enquistée et qu'on ait parfois des périodes de 2, 3, 4 années avant de trouver des solutions. Enquisté. Oui, ça fait 2, 3, 4 années. C'est un vocabulaire que précisément je déplore. Le verbe enquister, qui rappelle donc qu'il y a un kyste, ressemble étonnamment précisément à la façon dont j'ai vu l'honneur de la République que vous évoquiez tout à l'heure se dérouler à Calais, où je ne sais pas si vous avez mis les pieds, mais j'y passe régulièrement des jours et des nuits depuis quelques mois. Et ce que je vois de l'honneur de la République, Monsieur Griveaux, et vous n'y êtes pas personnellement responsable, ce sont des CRS qui gazent les couvertures de jeunes migrants de 18 à 25 ans, qui gazent l'eau potable de jeunes migrants, qui tabassent les jeunes migrants, qui sont soignés effectivement gratuitement par l'État parce qu'ils ont été frappés par la police la veille, qui n'ont aucun endroit où aller, à part ailleurs, car seul ailleurs peut les accueillir, mais ailleurs c'est toujours un autre endroit, parce que le ministre de l'Intérieur veut éviter, comme la peste, les points de fixation.
Si l'honneur de la République est de frapper des enfants à coups de matraque ou de gazer l'eau potable, Monsieur Griveaux, et d'utiliser des termes comme kyste ou enquisté, je n'appartiens pas à la même République que vous et j'aimerais que vous nous présentiez, sinon des excuses, du moins un programme fiable pour éviter que la République française ne se transforme en ce qu'elle a déjà été capable de faire, une machine à humilier les Juifs pendant la guerre et humilier les Arabes dans les années 60. Si ce que vous dites est avéré, je l'ai filmé, gazage. Monsieur Griveaux, je l'ai Alors, filmé. je vous engage vivement à confier cela à la justice plutôt que de faire justice sur un plateau de télévision. Et les procédures devant la justice pourront être engagées parce que si ces comportements sont avérés, vous savez très bien qu'ils sont avérés. Je le dis, laissez-moi terminer. Ils sont inadmissibles s'ils sont avérés et ils doivent être sanctionnés. Il n'y a pas là-dessus le moindre mollissement et le moindre doute à avoir de la part du gouvernement. Alors, on va revenir évidemment en détail sur tout ce que vous dénoncez. Première chose, votre engagement aux côtés des migrants s'était fait jusqu'à ces derniers jours dans une certaine discrétion, en tout cas beaucoup plus discret que par exemple votre intérêt pour la Corée du Nord, pour lequel vous étiez venu ici déjà il y a quelques semaines. Ça date de quand? Qu'est-ce qui vous a décidé à vous engager? Il y a deux réponses à votre question. La première, c'est quand est-ce que j'ai décidé de m'engager. La deuxième, c'est pourquoi j'ai été moins discret. L'engagement, il était de nature de ma curiosité personnelle et intellectuelle. J'ai voulu aller voir sur place. J'ai eu tort de ne pas y aller au moment de la jungle. Et j'ai voulu réparer ce préjudice de citoyen, comme un citoyen lambda, en y allant. Et en y allant, grâce notamment à des gens comme Gaël Manzi, qui fait un travail extraordinaire sur le terrain, j'ai découvert une situation inouïe. Deuxième phase, j'attendais mon heure pour pouvoir témoigner. Mais le président de la République, suite à cette émission, m'a pris à partie dans le discours de Calais en disant que j'étais, d'une certaine manière, un commentateur du verbe et, grosso modo, un affabulateur. Ce qui est démentiel dans cette séquence que je n'avais pas revue, c'est que M. Griveaux insiste sur le fait que les faits ne sont peut-être pas avérés. Quiconque irait à Calais quelques heures verrait que Calais est une preuve en soi. La réalité calaisienne, 2 heures à Calais, montre déjà quelque chose qui est inadmissible et on s'étonne que ces élus ou que ces responsables politiques n'aient pas pris le temps, serait-ce incognito, d'aller faire un tour à Calais. Je ne comprends pas. 2 heures à Calais montre quoi? 2 heures à Calais. 2 heures à Calais, dans des endroits, pas n'importe où à Calais, dans des endroits où les migrants vivent dans une très grande détresse. Il y a par exemple les Érythréens ou les Afghans qui vivent dans des zones complètement dénudées, dans des sous-bois, où ils n'ont accès à rien, et le peu qu'ils ont, c'est grâce aux associations qui peuvent le posséder, un peu de nourriture, quelques couvertures qui sont volontairement confisquées, arrachées ou gazées régulièrement par la police, qui obsessionnellement veut les déloger d'un endroit sans pouvoir leur proposer autre chose. Alors justement, sur le rôle de la police, on va y revenir en détail. Donc il y a eu l'adresse à Emmanuel Macron, l'adresse zolaesque, a-t-on dit, ou zolienne, en référence évidemment aux J'accuse de Zola. Je ne sais pas comment vous prenez cette référence. C'est une tradition en France à laquelle je tiens beaucoup, que de temps en temps, les écrivains, et je ne suis pas le seul, les intellectuels peuvent envoyer une lettre au responsable numéro 1, c'est-à-dire le président de la République. Car ce que j'ai vu dans tous les éditoriaux dont vous parliez, c'est 2 défauts. Premier défaut, un ton trop policé. Il fallait franchir le mur du son, ne serait-ce que pour rendre hommage au travail qui est fait sur le terrain. Moi, j'arrive le dernier. Enfin, en même temps, ton trop policé, renvoyer sa Légion d'honneur, c'est... Ça, c'est extraordinaire. Non, voilà, je parle des éditoriaux. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Et au sens étymologique du terme, c'est rare. Tous les députés n'ont pas cette dignité. Et Le Clésio était trop policé? J'ai pas trouvé son article suffisamment puissant intellectuellement. C'est dégueulasse, machin, bon, ça va pas très loin. Mais la polémique... Qu'est-ce qu'il fallait faire de plus, alors? Et la deuxième chose, c'est ne cesser de s'en prendre au ministère de l'Intérieur. Attaquer la tête et non pas les jambes. On ne va pas s'excuser pendant 1000 ans d'être sévère avec Emmanuel Macron sous prétexte qu'il a eu le génie de nous débarrasser de Marine Le Pen. Très bien, merci Monsieur Macron. C'est grâce à vous, nous n'avons pas eu Marine Le Pen. Maintenant, on peut peut-être vous critiquer comme si les choses commençaient sérieusement. Comme si vous étiez un vrai président. Un vrai président de la République. Alors oui, il n'y a pas eu donc que ce texte, il y a eu aussi un montage d'images. Un montage d'images où on entend des cris, on voit des larmes, de la souffrance et des uniformes. Et elles ont suscité un fort émoi. On va regarder tout de suite pourquoi.
Et dans la République, les fonctionnaires appliquent la politique du gouvernement. À partir de là, on utilise les moyens dont on dispose. Et les moyens dont on dispose, C'est cela. voilà, celui-là en fait partie. Et je m'étonne que des commentateurs se permettent d'écrire ce qu'ils ont pu écrire sur le quotidien de notre fonction publique. Je ne peux pas laisser accréditer l'idée que les forces de l'ordre exercent des violences physiques, confisquent des effets personnels, réveillent les personnes en pleine nuit, utilisent du gaz lacrymogène sur des points d'eau ou au moment de la distribution des repas. Et vous êtes témoin de violences de la part de la police Pas Vous plus en tard parlez qu'hier, oui, j'y étais. C'est sûr, puis ils sont gazés tous les jours. Donc, Quand il faut y aller, oui, il faut y aller. Enfin, la fermeté, quoi. Il y a des violences policières qui existent certainement. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit qu'il y a des violences policières dans la société. Et ça, vous avez des ordres très précis à ce sujet. Ouais, ça, c'est les directives du préfet. L'exemplarité se traduit dans le respect absolu de la déontologie policière, dans le respect absolu des droits. Je sais que le respect de ces règles est au cœur de vos missions. Alors voilà, alors évidemment il y a les images, mais il y a effectivement l'effet qui consiste à coller la voix de Macron sur les images qui leur donne évidemment encore plus de puissance. Très vite, de nombreuses réactions. Des réactions. Bon, après, vous avez aussi été invité à plusieurs reprises pour en parler sur les plateaux des avant-soirées et des matinales. Mais il y a aussi des réactions plus généralement à ces images. Et certaines de ces réactions étaient plutôt critiques. Alors, on va les regarder tout de suite. C'est la tribune coup de poing de la semaine dans l'IB. Yann Moix s'adresse à Emmanuel Macron pour dénoncer le mauvais traitement des migrants à Calais. Il prépare un documentaire sur le sujet. Il est avec nous dans un instant. Les images dont on n'a pas le contexte précis sont dures. Les mots de Yann Moix aussi. Des gens, des jeunes gens, des adolescents, des femmes, des jeunes femmes, des hommes, des jeunes hommes sont toute la journée humiliés, frappés, caillassés, gazés. Je vais être très poujadiste que monsieur Yann Moix, qui est un copain, prenne des migrants chez lui. La police a fait ce qu'elle fait. Les images que j'ai vues là ne constituent en aucun cas la preuve qu'il y a maltraitance. Il y a un certain nombre de raccourcis qu'il fait qui sont insupportables. C'est-à-dire que tout le champ lexical de la Seconde Guerre mondiale utilisé avec des gaz lacrymogènes, c'est quand même un peu beaucoup. Yann Moix dénonce l'irresponsabilité d'Emmanuel Macron, ses mensonges éhontés et un protocole de la bavure qui insulte les valeurs de la France. C'est un témoignage d'autant plus important que la semaine dernière, le président de la République a balayé du revers de la main ce que disent un certain nombre d'associations qui sont à Calais. Et donc il me semble qu'une suite doit être donnée à cette tribune, que Yann Moix doit être auditionné de toute urgence. Alors, on va voir si vous serez auditionné. Alors, plusieurs choses dans ces réactions. Alors, comme on est ici à Arrêt sur Image, je voudrais qu'on commence par les images. Bien sûr. Toutes les images qui sont dans ce petit montage sont des images que vous avez filmées vous-même ou vous en avez récupérées ailleurs? Il y a un seul passage qu'on m'a donné, que le Secours catholique m'a donné, c'est le petit extrait qui est tourné avec un iPhone ou un téléphone portable, celui-ci, qui est un témoignage d'exilés. Voilà, ça, ce n'est pas moi qui l'ai filmé, c'est des images que le Secours catholique m'a confiées. Mais tout le reste, c'est vous? Oui, à 100%. Tout le reste, c'est vous? Oui. Avec ma caméra ou avec celle du chef opérateur. On est à 2 caméras. Vous êtes à 2. Et alors, on ne l'a pas dit depuis le début de l'émission, mais c'est pour les besoins d'un film qui devrait être diffusé sur Arte, c'est ça? Et dont le sujet n'était pas du tout les violences policières. Le sujet, c'était la complexité de Calais. Je suis sorti du bois sur les violences policières, qui était un des aspects du film, parce que j'y ai été acculé. Très bien. Alors, il y a eu toute une série de réactions à la télé. Il y a eu une réaction notable, évidemment, celle du préfet du Pas-de-Calais, qui est tombé hier, que j'imagine que vous avez lu en détail. Alors, évidemment, qui n'est pas très content, qui vous reproche un certain nombre de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il conteste en détail certaines des images que vous avez diffusées. Alors, il dit que la plupart de ces images, dit-il, dit le préfet du Pas-de-Calais, sont des opérations de maintien de l'ordre du temps du bidonville de Lalande, c'est-à-dire avant octobre 2016. Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour les fonctionnaires de la République et pour les préfets, mais ce n'est pas très intelligent de sa part. Tous ceux qui sont ici sur le plateau savent que lorsqu'on fait des images, les cartes mémoire comportent une date. Outre le fait que je tourne avec une équipe, que je n'ai jamais mis les pieds à Calais de ma vie avant le 5 septembre 2017, je tiens d'ailleurs mon journal intime,
On est donc plusieurs, on a un producteur, on a des cartes mémoire qui donnent à la seconde près. Donc si je suis entendu auditionné, et d'ailleurs je vais évidemment répondre au préfet dans les heures qui viennent, point par point. Vous avez déjà commencé à lui répondre là. Oui, là je réponds. En fait, je crois qu'il vient de faire une très grave erreur. Alors, deuxième élément précis qu'il donne, donc vous donnez dans le montage qu'on vient de voir la parole à 2 policiers et vous dites que le préfet dit qu'un de ces 2 policiers a quitté Calais depuis 1 an et demi. Oui, c'est la vérité. Le deuxième policier qui parle est quelqu'un qui a assisté au démantèlement de la jungle et en fait qui n'est plus du tout en poste. Ce qui est intéressant dans le reportage qu'on va voir dans le film, dans son long témoignage, c'est qu'il explique comment lui, quand il était à Calais, n'a jamais pu personnellement parler à un migrant, que les migrants c'était juste des entités, et qu'il avait mis sur pied un mur de lacrymogène, un mur pour ne pas avoir de contact physique avec les migrants. Mais que son métier a fait en sorte qu'il a commencé à en connaître, et c'est quelqu'un d'extrêmement humain et d'extrêmement beaucoup plus fin, évidemment, que dans le petit extrait que je montre, dans la mesure où il explique que dès qu'on est en contact avec un exilé, en fait, on ne peut plus faire son métier de la même manière. Mais ce qui m'intéresse là, si vous voulez, c'est que je fais une différence entre un mur de lacrymogène qui empêche véritablement d'aller monter dans les camions et quelqu'un qui va avoir la possibilité de s'introduire à un endroit où des jeunes dorment pour venir techniquement, personnellement les gazer. Les deux sont des méthodes que je récuse à 100%. Je trouve qu'il y a une minuscule nuance entre un mur de lacrymogène qui est quelque chose de générique et venir frapper ad hominem tel ou tel. Très bien. Alors, le préfet dit aussi des choses plus générales, et là, pour le coup, il est intéressant de vous donner la parole, puisque vous connaissez bien la situation. Le préfet dit « L'utilisation de gaz lacrymogène sur des points d'eau ou au moment de la distribution de repas, jamais il n'y a eu d'instruction dans ce sens. » Alors, instruction ou pas instruction, est-ce que le gazage de points d'eau ou dégazage au moment de la distribution de repas, ce sont des choses que vous avez personnellement constatées ? Oui, c'est des choses qu'on a personnellement constatées. Alors, je ne sais plus les dates exactes, mais je les ai en vidéo. Lors d'une distribution de nourriture, en fait, on a dû faire un plan d'attaque pour pouvoir distribuer, parce que la police nous empêchait de distribuer. Donc, on envoyait des camions vides. À coup de gaz ? Oui. À coup de gaz lacrymogène ? La police suivait ces camions, et les camions qui étaient remplis de nourriture, on a su les faire passer. On s'est fait gazer à 2 reprises. Mais quand est-ce en direction de qui exactement la police utilisait-elle les gaz lacrymogènes ? Des bénévoles et des femmes qui voulaient prendre de l'eau. Oui, ça je l'ai vu de mes yeux et j'étais témoin. Et vous en avez reçu ? Et j'en ai reçu, et même à l'intérieur des camions. Sur les portes des véhicules des bénévoles, c'est arrivé aussi plusieurs fois. Non, c'est des choses qui sont avérées. En janvier dernier, quand les mineurs revenaient sur Calais, il y avait des courses dans les bois où on chassait ces mineurs et où on gazait leur nourriture. On a retrouvé des bidons d'eau qu'on donnait aux réfugiés où il y avait du gaz partout dessus. On ne l'a pas inventé. Ce qui voulait dire qu'ils avaient été gazés spécifiquement. Oui. Non, mais c'est important. Sur les images, l'embouchure du bidon. Voilà, non, mais l'image, l'image est très parlante. Les taches blanches qu'on voit, c'est les traces de gaz. C'est des choses que vous avez aussi constatées personnellement ? Non, pas personnellement. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours des témoignages que je recueille de gens qui me racontent, des gens très différents, qui me racontent la même chose, des gens de nationalités différentes qui me racontent la même chose. Et depuis 2000, non pas depuis 2000, on va dire depuis 2002, 2003, la fin de Sangatte. À partir du moment où on a fermé Sangatte, on a voulu supprimer toute trace de migrants sur le Calaisis pour dire ça a marché. C'était Nicolas Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. Et très vite, j'ai entendu ce genre de témoignages. Très vite, les premiers témoignages que j'ai entendus et que je n'ai pas cru, parce que notre travail, c'est d'abord de ne pas croire et ensuite de vérifier, c'est les policiers ont jeté ma couverture dans l'eau. Ça me semblait complètement stupide de faire ça de la part d'un policier, donc j'ai pensé que c'était faux. C'était quand, ça ? C'était en 2003, je pense. C'était début 2003. Et le papier... Je suis retournée dans vos archives, oui. Et effectivement, c'est un papier qu'on va passer tout à l'heure. On peut le passer tout de suite, d'ailleurs, si on le retourne. Et là, c'est un diaporama de vidéo. C'est un diaporama, d'accord. Vous mettez Adèle en difficulté. Et tout ça pour dire que, voilà, quand je l'ai écrit, c'est que je l'avais réentendu plusieurs fois et par des personnes différentes. C'est-à-dire que
Et ensuite, aussi urine sur ma couverture, enfin voilà. Et ensuite, gaz lacrymogène aussi, je l'ai entendu. Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, même si vous n'assistez pas à ce genre de choses, les témoignages sont tellement nombreux, tellement de personnes tellement différentes, que c'est impossible que ces gens inventent. Enfin, les gens sont stressés, veulent passer en Angleterre, ont déjà du mal à vous parler à vous parce que vous les dérangez. S'ils vous disent ça, c'est parce que c'est quelque chose qu'ils crachent. C'est quelque chose qu'ils ne supportent plus et qu'ils ont besoin de dire à quelqu'un. Il n'y a personne qui vient leur mettre dans le crâne tu vas rencontrer des journalistes et il va falloir que tu leur dises ça, ça et ça. C'est pas possible. On peut avoir cette impression parce qu'une première fois, mais c'est pas possible quand c'est massif. Voilà. Alors, puisqu'on parlait du recueil des articles de Haïdé Sabéran, on peut peut-être les passer en revue tout de suite. Alors, on va évidemment pas tous les passer parce que sinon on y serait toute l'après-midi, mais c'est simplement un échantillon pour dire que vous, ça fait presque 20 ans maintenant que vous vous êtes engagé quand même dans reporter cette réalité-là. Donc déjà en mai 2002 à Sangatte, Nicolas Sarkozy visitait le camp, on parlait de fermeture et on voit Sangatte un pied dans la fermeture. En 2004, vous commencez à parler de Calais, des migrants qu'on appelle alors des clandestins dans les bois, et c'est dans cet article, d'ailleurs, il me semble, si je ne me trompe pas, que vous recueillez le témoignage d'un migrant qui vous dit on nous a jeté tout notre camp, les couvertures ont toutes été jetées dans la mer. Et vous documentez déjà leur espoir de passer en Angleterre, leur errance et l'aide cruciale des bénévoles. En 2009, vous êtes à nouveau parmi les migrants de Calais, forcés de se baigner dans les rejets tièdes d'une usine chimique, faute de douche, pour endiguer la gale qui ronge les abris de fortune. En 2014, vous êtes dans un campement à Calais sous menace d'évacuation et vous relayez encore le désespoir d'un migrant qui a tenté 18 fois le passage pour rejoindre sa famille en Angleterre. En 2015, vous soulignez le rapport qui matraque déjà, avant celui d'Human Rights Watch cet été, des violences policières à Calais, aussi vieilles que la présence des migrants. Et vous reportez aussi pour la énième fois les visites et les promesses des politiques, cette fois-ci Manuel Valls. En 2016, vous multipliez les papiers sur la jungle dans l'attente d'une grande évacuation qui met une éternité à venir. Et en 2017, après que celle-ci ait eu lieu, les migrants sont encore là, en tout cas certains, et vous aussi, pour écouter les associations qui dénoncent le gazage de l'eau potable, l'entrave des distributions alimentaires et toutes les autres choses dont on Mais si je comprends bien, les exactions policières qui sont dénoncées aujourd'hui, les couvertures jetées dans la mer, vous parlez de policiers qui ont uriné sur les effets des migrants, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose que vous avez toujours connu et de la même nature. Alors, toujours connu, non, parce que c'est en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça se calme. Par exemple, au début de la présidence Hollande, ça s'était calmé un peu. Yann n'était pas là à l'époque, mais... je pense. Mais ça s'était calmé un peu en 2012. Mais il y a toujours un bruit de fond. À l'époque de Sangatte, pareil, il n'y avait pas ce systématisme, mais il y avait des cas très précis de tabassage, de gens, par exemple, donc à l'époque de Sangatte, de gens, par exemple, qui racontaient on était dans le camion, les CRS nous ont vus, ils nous ont laissés à l'intérieur, ils ont sprayé du gaz pendant un certain temps, ils ont fermé. Et puis, ils nous ont laissé mariner là-dedans pendant un certain temps, et puis après, on est ressorti. Ça, c'est des choses qu'on a entendues. Je voudrais raconter aussi un truc au squat Panier 2007-2008, où j'ai dormi sur place justement pour ça. Je disais que je n'avais pas été témoin, mais c'est pas vrai, je me souviens de ça maintenant. Et là, on nous réveille, c'est-à-dire qu'en fait, les mecs m'avaient dit à 6h30, ils vont venir. Tu vas voir, ils vont nous réveiller. Et donc, du coup, moi et la photographe Aimé Thirion, on a dormi sur place. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. On vous réveille qui vous réveille ? Les CRS. Non, je pose la question parce que, par exemple, dans le montage, enfin, c'est un détail, mais c'est quand même important, dans le montage de Yann Moix, la scène de réveil qu'on voit, où des policiers viennent mettre leur torche dans la figure des migrants la nuit, on voit que ce sont des policiers municipaux. Donc, ce qui est un peu différent de policiers nationaux ou de CRS. Voilà. Là, c'était des CRS, et ça ne s'est pas passé comme ça. Ils sont arrivés en hurlant, c'est-à-dire, on aurait dit des animaux, si vous voulez, une espèce de rugissement de lion, et les types couraient après les jeunes gens, pas après les femmes et pas après les enfants, qui regardaient. C'était assez frappant de voir la sérénité. Tout ça, vous l'avez raconté? Je l'ai raconté, oui, le squat Panier, ça s'appelle. Comment vous expliquez que ça ait continué quand même? Comment vous expliquez qu'on peut documenter des choses pareilles, les documenter jour après jour, dans un quotidien national qui est quand même influent, et que ça n'ait aucun effet? Je pense que la plupart des gens s'en fichent en réalité. Je pense que c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a une minorité de gens qui sont émus par ça,
mais je pense qu'il y a une majorité de gens qui considèrent que c'est en quelque sorte un mal nécessaire et qui ne pointe pas le problème réel qui est en fait cette fermeture de la frontière qui est d'abord la première violence. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc que Moix a franchi là et que peut-être on n'a pas franchi avant, qui est de mettre directement en cause non pas les policiers sur place, non pas le préfet, non même pas le ministre de l'Intérieur, mais le président de la République, sous l'autorité de qui, finalement, tout ça se déroule? Est-ce qu'on n'a pas tardé à être aussi... J'aurais dû écrire une lettre au président. Non, mais j'en sais rien. Est-ce qu'on n'a pas tardé à être aussi direct? C'est une vraie question dans le... Il y a aussi le pouvoir des images, je pense. Je pense que c'est plus en même temps, dans ce qu'a fait Moix au début de la semaine, je pense que l'écrit a davantage d'impact que les images. Les images viennent en renfort, mais le... C'est ce qui m'a frappé, en fait. Je pensais que les images allaient avoir plus d'impact que l'écrit. Dans un pays comme la France, non. Je trouve que l'écrit a plus fonctionné que les images. Là, on parle d'écrit, mais par exemple, vous me disiez au téléphone que effectivement, ce témoignage d'un CRS que vous avez recueilli dans le dernier numéro d'Hebdo, avec un CRS qui dit... C'est ce que j'ai lu de plus fort ces derniers temps. Qui dit, c'est extraordinaire. Il est vital, ce témoignage. On peut dire ce que dit ce CRS. Voilà, il dit simplement le premier paragraphe. Si on peut descendre un tout petit peu, là on est un tout petit peu trop. Voilà. J'en ai détruit des campements. J'en ai détruit des campements. J'en ai vidé des gazeuses pour contaminer des couvertures aux lacrymogènes. J'ai même des collègues qui ont foutu le feu aux tentes au point qu'il a fallu appeler les pompiers. Il dit autre chose, si je peux me permettre. Il parle de Star Trek. Il dit que ce qu'on dépense comme argent pour faire des détecteurs de battements de cœur, des détecteurs de dioxyde de carbone dans les... On arrive à une aberration qui est qu'on dépense beaucoup plus d'argent pour se défendre de gens inoffensifs qu'on en dépenserait pour les accueillir et les intégrer. C'est Star Trek, et je trouve ce témoignage fabuleux pour ça. Mais ça c'est l'analyse qu'il fait, mais en même temps, à mon sens, le plus important, c'est son témoignage direct à lui. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, à mon sens. Oui, et avec notre analyse, c'est qu'il explique bien que les enfants veulent vraiment partir en Angleterre et ne pas rester en France, et qu'on fait le travail de garde-chiourme des Anglais à leur place. Et il dit aussi que même si on mettra 1000 CRS, ils tenteront quand même de passer parce qu'ils ont une volonté... énorme. D'ailleurs, ils sont tous sourires quand on va à Calais. Ce ne sont pas des gens qui surjouent la souffrance. Ils ont encore l'espoir. Ils ont traversé le désert libyen, les prisons libyennes, la Méditerranée où ils ont vu des amis se noyer. Vous pensez bien que ce n'est pas 2-3 CRS qui vont les empêcher de vouloir avoir la liberté au bout du... Alors, Gaspard Lanzou, vous avez filmé ce genre, vous avez documenté ce genre de choses. Ça fait des années que vous vous rendez notamment à Calais. Et pourtant, en constatant les tout premiers effets de l'opération Moix, si je puis dire, votre première réaction était une réaction d'énervement. Vous dire, ben voilà, il a fallu que Moix arrive, mais ça fait des années qu'on dit la même chose. Non, j'ai été satisfait. C'est vraiment intéressant parce que avant, pour moi, Yann Moix, c'était quelqu'un qui commentait des livres, qui faisait un peu le procureur sur On n'est pas couché par rapport à un certain nombre d'invités, etc. Un commentateur de choses que vous avez lues, de choses que vous avez... Je suis écrivain à la base. Bah oui, c'est votre métier, hein. C'est pas une critique, hein, absolument pas. Et là, vous avez exactement fait le contraire, en fait. Vous avez interpellé non pas sur des faits que vous avez lus ou entendus ou écrits, mais vous êtes allé sur le terrain et vous avez parlé de ce que vous avez vu. Et à un point tel que vous avez peut-être transcendé un peu votre seul rôle de commentateur et d'écrivain. Et franchement, si on m'avait demandé ce que je pensais de Yann Moix avant l'opération Yann Moix, je ne reprononcerais pas ces mots sur ce plateau. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de respect pour ce que vous avez fait. Parce que c'est vraiment... Vous arrivez à parler à une audience que ni moi, ni Gaëlle, que je respecte énormément, ainsi que toutes les associations pour le travail qu'elles font à Calais, pour moi, c'est à eux qu'il faudrait donner des légions d'honneur. Voilà, en soulignant leur travail auprès d'une audience que nous ne pouvons pas toucher. La première fois que j'ai vu Gaëlle, il m'a dit « aide-moi, je veux bien t'ouvrir les portes de Calais, te montrer l'endroit, mais je te demande de m'aider. » J'ai réussi, avec cette lettre, à être le porte-voix éphémère, il y en aura d'autres, j'espère, on n'est pas très nombreux en fait, à incarner une colère et aussi la colère des migrants, car quand on discute avec les jeunes qui viennent de se faire gazer, on se dit mais qu'est-ce que je sais faire dans la vie? Je ne sais rien faire d'autre qu'écrire. Je vais utiliser ce que je sais faire pour
essayer de concrétiser l'action que j'ai vu faire sur le terrain. Mais c'est vraiment important. Vous arrivez à toucher une audience telle que le préfet, si moi ou Gaël ou Madame avions écrit la tribune que vous avez écrite dans Libération, à cette heure-ci, il nous aurait attaqué en diffamation. Moi-même, j'ai été interdit de Pas-de-Calais simplement pour ne pas filmer ce qui était en train de s'y passer. Et de par votre notoriété, de par la place que vous avez dans la télé publique, de par votre ancienneté, de par la place que vous avez auprès d'un public assez important, on ne peut pas vous attaquer. Et donc, on est obligé, justement, comme cette lettre est incroyable. Moi, j'ai lu ce matin ce que le préfet vous a répondu. Je suis sidéré parce qu'ils affirment des choses qui sont des contre-vérités historiques. Enfin, vous êtes bien placé pour le savoir. On parle d'événements qui ont 10-15 ans maintenant. C'est-à-dire... Ce que vous disiez d'ailleurs tout à l'heure, il y a l'incompréhension de cette histoire, c'est fascinant. On a tout. On a tous les témoignages des gens qui travaillent à Libération depuis 15 ans, des associations qui sont là et qui peuvent donner des informations ou des images comme j'ai 24 heures sur 24, et on fait comme si on ne savait pas. On fait comme s'il n'y avait rien qui se passait. Cette semaine, je fais la lettre. Hier, il y a quand même un jeune qui a eu un œil arraché suite à une rixe. Une rixe, en fait, je vous explique, les policiers sont venus déloger les jeunes, ils en ont eu marre, ils se sont rebellés, ce qu'ils ont le droit de faire, et donc dans la rixe, il y a eu un jeune qui a eu un œil arraché. Eh bien, la réponse qu'on a cette semaine à la lettre dont vous avez la gentillesse de parler, ce ne sont pas « d'accord, on va aller voir ce qui se passe vraiment », comme s'ils ignoraient d'ailleurs ce qui se passait, c'est des violences comme on n'en a jamais eu. C'est quand même fascinant. Et donc, juste pour conclure, c'est que vous vous êtes servi de votre notoriété pour dénoncer des injustices. Et c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup de respect. Merci. Ce qui n'a pas été votre toute première réaction. Non, le tout premier tweet, c'est... putain, moi, ça fait des... Mais ce n'était pas contre Yann Moix, c'est-à-dire c'est contre l'audience. Et sur ça, je reviens exactement sur ce que disait Madame. C'est-à-dire, moi, quand je sors un reportage sur Calais, et là, encore très récemment, sur ce qui se passe à Paris, parce que ça, on peut en venir aussi. Calais, ça paraît loin. Calais, ça paraît éloigné. C'est à 1h30 de TGV d'ici, hein, c'est pas non plus très très loin. Mais ce qui se passe à Calais, ce qui est décrit à Calais, se passe à Paris aussi. Porte de la Chapelle, Marcadet des Poissonniers, Jaurès, tous les matins. J'y suis allé encore le filmer il y a moins de 24 heures. Les gazages de couverture, les piquages de tentes, etc. C'est aussi quotidien à Paris. C'est-à-dire qu'on peut se dire... Voilà, donc là où je voulais en venir, c'est quand on sort un reportage sur ça, on perd des followers. On a une audience qui est ridicule à côté de faits qui sont anodins. Je veux dire, quand on voit l'audience que peut avoir... Ça veut dire quoi, on perd des followers ? Il y a carrément des gens qui se désabonnent de nos pages parce qu'on parle de ces événements-là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus pour ça à la base. Donc maintenant, les réfugiés, une fois de temps en temps, ça va. Non, on n'a pas trop envie de voir. C'est terrifiant ce que vous dites. Vous-même, vous perdez des abonnés sur vos comptes des réseaux sociaux ? On en gagne par bruit de fond, normalement, quotidiennement. C'est-à-dire que normalement, voilà... Avec les anciennes vidéos, il y a un certain nombre de... Voilà. Quand on sort un reportage sur Calais ou sur les réfugiés à Paris, on perd des followers. Et les audiences sont ridicules. Enfin, la moindre vidéo qui sort, mais comparer les chiffres sur France Télévisions, c'est même pas la peine d'utiliser des médias indépendants. Prenez les chiffres de vues sur YouTube des reportages de France Télévisions. Les inondations, les garages qui se remplissent de flotte, c'est des millions de vues. Ce qui se passe à Calais, quand justement on prouve des véritables faits de violence policière avec des images qui sont indiscutables. Mais non, voilà, c'est machin. Et quand en plus la préfecture se décharge en disant qu'il s'agit d'images qui datent de la jungle ou de 2016. Qui chipotent en disant que ça prouve rien. Voilà, alors déjà, les images de la jungle 2016, il ferait mieux de ne pas en parler parce qu'on en a un paquet qui prouve des violences policières et je pense que c'est même pas la peine de le remettre sur le plateau. Ça a transcendé les médias indépendants, où tout le monde en les a vus. Et d'ailleurs, les médias étrangers en ont beaucoup plus parlé que les médias français. Et ce que les médias étrangers ont dit sur la France, faudrait que parfois ça soit répété à nos dirigeants. Moi, j'ai été de très nombreuses fois vraiment, comme vous, choqué, comme la plupart des gens qui sont ici, outré, et j'ai eu du mal avec ce qui se passe à Calais par rapport à mon pays, quoi. Enfin, j'accepte pas la situation à Calais. Et je pense que c'est pour ça que je vous ai humanisé, parce que moi je viens de vous rencontrer, je ne vous connaissais que par la télévision, et je me suis dit, j'ai compris ce qui vous arrivait. Vous êtes allé à Calais, et c'est tellement
insupportable qu'on se dit, bon, ok, je joue ma notoriété, ok, je suis quelqu'un de connu, bon, là, je vais me mettre en avant, je vais défendre une cause, on va me dire, ouais, vous n'êtes pas journaliste, vous êtes militant, vous n'êtes pas auteur, commentateur, vous êtes militant, etc. Mais non, mais c'est insupportable. Et là encore où je voudrais insister, c'est que si ça désintéresse les gens, n'oubliez pas que ça se passe en bas de chez vous. Ça veut dire si vous êtes parisien, à 2-3 arrêts de métro de chez vous, il y a des distributions alimentaires que 4 jours par semaine. Si les associations ne venaient pas les 3 jours qui restent, ces gens n'auraient pas à manger. C'est à Paris, c'est aujourd'hui. Il fait quand même assez froid. Bon, cette année, ça va. Il pleut aussi, machin. Et il y a entre 2, 3, 4 000 peut-être personnes qui vivent dans la rue à Paris, qui sont des réfugiés, des mineurs. Voilà, donc il n'y a pas que Calais. Et cette situation a déjà été documentée dans le passé. Alors, maintes et maintes fois, mais notamment dans une vidéo qui a été diffusée sur le Huffington Post, n'est-ce pas? C'est le message, arrêtez de fuir du regard, c'est-à-dire c'est vraiment à votre porte, donc maintenant vous avez plus le choix, il faut regarder quoi. Il faut accepter cette situation. On va y revenir. Justement, on va montrer des images. Donc oui, c'était une vidéo diffusée sur l'Offpost d'une bénévole britannique qui avait filmé à Paris, je pense que c'était Porte de la Chapelle, des tentes éventrées juste après une évacuation par la police. Et la police est encore présente sur les lieux. Et donc on voit les tentes qui sont éventrées là sur les images. Voilà, elle commente, les tentes ont été lacérées. Et la police est présente sur les lieux. Et elle va essayer de discuter avec l'un d'eux. Sorry, I don't understand. I don't want to be filmed. Okay. Okay. I don't want you to do this. Yes, I know what you said. I understand what you said. But this is mine. I gave it to them last night. Why are you doing this with my possessions? Put it down, please. Why? Because I don't want to be filmed. Why? Because it's have the right not to be filmed. Okay. And what are the rights of these people? It's not my problem. Being abused. It's not my problem. It is your problem. You're the law. It's not you don't... my problem. I so received the law order. abuse. Some order. Alors, vous aussi, dans une des dernières images que vous venez de mettre en ligne, il y a une séquence qui est assez culte avec un fonctionnaire de police. Oui, puisque vous vous mettez aussi en scène dans vos reportages. Et le dernier qui était publié mardi, il me semble, qui s'appelle Paris, la République en panne. C'est un extrait de l'épisode 1 qu'on va voir qui est intitulé Les rats. Et on vous voit essayer de filmer un CRS avec les armes que vous avez pu trouver. Ça va? Ça va ce que vous faites, s'il vous plaît? Je suis journaliste, je travaille. Vous travaillez? On est sur l'espace public, il n'y a pas d'opposition à ce que je filme votre dispositif. Juste avoir votre carte de journaliste à ce moment-là. Une carte de journaliste pour filmer sur l'espace public. Si, alors une pièce d'identité, si vous voulez. Plaisir. Ne portez pas de matricule visible. Merci. Alors mon passeport et un petit peu de lecture. Voilà. Policier, je travaille sur la voie publique, puis-je être filmé? C'est un mémo de Amaris qui date du 25 avril 2017. Ça vous dit quelque chose? Non. Sinon, alors j'ai carrément le décret qui va avec, qui date du 23 décembre 2008, celui-là, qui est signé du directeur général de la police nationale. Les policiers ne bénéficient pas de protection particulière en matière de droit à l'image, etc., etc. Mais vous les connaissez, de toute façon, c'est déjà dit. D'accord. Merci, drôle. À tout à l'heure. Bonsoir. Merci monsieur, bonne soirée, au revoir. C'est la baguette magique. Qu'est-ce qu'est la baguette magique? Le décret. Oui. Voilà, le texte, la force du texte officiel. Il faut préciser, la première fois qu'un rappel a été fait à la loi, en fait je fais des rappels à la loi aux policiers maintenant, c'est mon nouveau, voilà, quand ils viennent m'embêter, c'est mon tour. En fait en 2008 a été établi par décret, donc signé par le directeur général de la police nationale, c'est très précis, les policiers ne bénéficient pas d'un droit particulier au droit à l'image sur l'espace public, donc n'importe quel citoyen, c'est même pas par rapport aux journalistes ou quoi que ce soit, n'importe quel citoyen, à partir du moment où il a les deux pieds sur l'espace public, peut filmer un policier, une intervention, et ce policier n'a pas le droit de lui interdire, encore moins de s'y opposer, et le fait de le faire est un délit. Donc si un policier prend un téléphone, interdit quelqu'un de filmer, c'est un délit, il n'a pas le droit de le faire. Il y a des exceptions très précises à cette loi, c'est les équipes du GIGN, les équipes du RAID, en général les équipes d'intervention qu'on voit assez rarement auprès des migrants ou des manifestations. Donc en gros par exemple en cas d'attentat
attentat, machin. Nous, par exemple, Vigipirate, c'est un peu ambigu. En général, quand c'est déjà arrivé plusieurs fois que dans les manifestations, il y a une patrouille Vigipirate qui passe, on évite de les filmer parce qu'on ne sait pas trop quelle est la loi par rapport à eux, mais en général, c'est pareil, ils ne se mêlent pas des événements sociaux ni des migrants. Mais donc, cette loi a été établie en 2008. Le problème, c'est qu'avec l'état d'urgence, les policiers se sont dit, un peu comme avec tout, l'état d'urgence c'est magique, on a tous les droits. Donc en gros, le droit à l'image, oui, mais bon, ça date de 2008, votre papier il est vieux, depuis il y a l'état d'urgence, non, vous ne pouvez pas nous filmer. Notre sécurité, nos familles, on peut nous retrouver, etc. Ça, j'ai entendu souvent, j'ai une famille. Voilà, j'ai une famille. D'ailleurs, raison pour laquelle ils disent souvent qu'on ne porte pas de matricule, j'ai une famille. Alors je ne vois pas comment est-ce qu'un numéro de matricule peut linker à la famille. On n'a pas encore les correspondances. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tellement de problèmes. Il y a aussi eu beaucoup de plaintes à l'IGPN. La police dit que c'est une faute d'enlever les bandes patronymiques ou les numéros de matricule. Absolument. C'est 80% des policiers, tout corps confondu. C'est plus rare de voir un policier avec un matricule que d'en voir un sans. Donc, il y a eu tellement. Excuse-moi, le port du matricule est obligatoire. Il est absolument obligatoire. Pour tous les policiers. Il a même été rappelé. Pour tous les policiers. Pour tous les policiers. Et il a été rappelé à plusieurs reprises, d'une manière assez ferme, par le ministère de l'Intérieur. Et le RIO, je crois. RIO, voilà, c'est ça. D'ailleurs, on vous voit demander à ce CRS, mais vous n'avez pas votre matricule. En fait, il devrait l'avoir soit en dessous, soit au-dessus de son grade. Là. Voilà, sinon, c'est juste un numéro. Voilà. Donc, des fois, ils l'ont ici, mais là, clairement, il ne l'a pas. D'ailleurs, quand je lui demande, il est mal à l'aise. Même. Bon, ça, oui, c'est un scratch, en fait. C'est un scratch, voilà, donc il l'enlève. Donc, il y a des pays comme, tous les pays où je suis allé filmer des policiers, en Italie, en Allemagne, ils ont carrément leur nom. Aux États-Unis, c'est pareil, ils ont leur nom et leur prénom. Quoi. Bon, donc, sans trop entrer dans le détail. Pour revenir, il y a eu des problèmes avec l'IGPN et les journalistes, beaucoup qui ont été blessés par la police. Et on en est arrivé à ce qu'le 25 avril 2017, il y a une note interne à la police nationale qui s'appelle Amaris, donc ça ressemble à Tarani, c'est rigolo. Et c'est une espèce d'agence interne de communication à la police qui rappelle très clairement, c'est la première fiche que je montre, policier, puis-je être filmé ? Et la note est extrêmement claire. Non. Puis-je interdire d'être filmé ? Puis-je interdire d'être filmé ? C'est très différent. Encore mieux. Et tout est rappelé et c'est extrêmement clair. Et on ne voit pas la fin, mais c'est souligné en gras et en gros si je m'expose à des poursuites. Évidemment, pour vous, comme dit moi que c'est la baguette magique, c'est l'arme absolue. C'est le 25 avril 2017, donc c'est récent, c'est post-état d'urgence. Et donc ça, dès qu'il y a un policier qui commence avec vous sortez ça, ils comprennent que là c'est fini, vous connaissez la loi, donc on ne peut pas nous faire le coup. Alors, plus largement, ça pose une question qui est quel rôle on donne aux policiers dans le récit filmé qu'on fait de ces épisodes. Là, clairement, dans la plupart des choses de vous, enfin des films de vous qu'on a pu voir, vous vous opposez à ces policiers. Soit vous vous opposez frontalement à eux, soit eux s'opposent évidemment à vous en vous interdisant de filmer. Là encore, vous le tournez gentiment en ridicule en lui remettant ce document. À la différence de vous, dont, si je comprends bien, vous essayez de faire des policiers plutôt des gentils de l'histoire, c'est-à-dire des victimes des consignes qu'ils reçoivent, des consignes des instructions officielles. Mais en tout cas, si j'en juge par les 2 entretiens avec les policiers qui sont dans le petit best-of, là, vous n'avez pas envie de leur donner le mauvais rôle. Non. Je pars du principe que les fonctionnaires de police obéissent à des ordres. Et c'est le grand tabou de cette histoire. Ce serait inconcevable d'imaginer qu'il y a tant de pétage de plomb individuel, ça me paraît aberrant, c'est impossible. En même temps, vous entendiez tout à l'heure Aïdé Sabéran expliquer la scène à laquelle elle a assisté, les CRS qui arrivent en poussant des hurlements pour réveiller les migrants. Je ne pense pas que les hurlements soient dans les instructions. On est bien d'accord. Et c'est là qu'il y a une zone de flou qui est quand même très cynique. On leur dit, vous avez à votre disposition telle ou telle arme. Alors, les bombes lacrymogènes qui sont des armes de défense. On n'a pas le droit d'attaquer un être humain sur le territoire de la République avec des gaz lacrymogènes, d'autant plus qu'il n'est pas armé. Quand on nous parle de proportionnalité ou de réponse proportionnée à l'attaque, je n'en reviens pas. Parce que quand on essaye de justifier, comme fait le préfet, qu'on utilise les bombes lacrymogènes au moment où les enfants veulent monter dans les camions, rien que ça me choque, si vous voulez. Mais je pars du principe, en fait, qu'il y a une zone de flou. On leur dit, les jeunes qui sont là-bas, il ne faut plus qu'ils soient là. Débrouillez-vous avec cette instruction. Ils ont les bombes lacrymogènes et les matraques, et l'ordre est, oui, le cynisme, l'ordre est, débarrassez-nous de ces jeunes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils interprètent un ordre en ayant les moyens à leur disposition qui sont les leurs, comme me dit le policier. Oui, on a ça comme moyen. Et il rajoute, je ne l'ai pas mis dans la séquence, on a beaucoup plus violent. Il y a des flashballs. En même temps, gazer des réserves d'eau, gazer des jerrycans pour que cette eau soit non consommable, c'est une initiative personnelle. Je ne pense pas que ce soit une... D'accord. Mais attendez. Vous imaginez, admettons que ce soit une initiative personnelle.
une initiative personnelle qui est répétée aussi souvent et de manière aussi massive, comme vous disiez tout à l'heure, la collection et l'addition de ces initiatives personnelles jamais réprimandées font que ça devient in fine une instruction, même si elle n'a pas été donnée telle qu'elle, et en tout cas une instruction tacite. Et je veux dire une chose qui est très perverse dans cette histoire, c'est que j'ai bien peur que le gouvernement, s'il réagit, fasse des boucs émissaires les pauvres policiers qu'on a le malheur de reconnaître dans un reportage, et qu'il cherche des têtes de Turcs. Et le grand cynisme d'Emmanuel Macron dans son discours de Calais est le suivant. Je vais le résumer en une phrase, le discours de Calais. Il est le suivant. Je sais, messieurs les CRS, que ce qu'on dit de vous et sur vous est faux, virgule, mais si j'apprends que c'est vrai, alors là, ça va mal aller. Votre analyse à tous les deux de ce rôle personnel des policiers et des CRS dans ce qui leur est reproché, alors la part, on va dire, presque de sadisme, enfin moi quand j'entends parler de hurlement en réveillant des gens la nuit, et la part d'obéissance à des instructions ou à des absences d'instructions. On a constaté énormément de bavures, à tel point qu'on a dû mettre en place des veilles citoyennes en fait, avec des véhicules pour sécuriser les réfugiés sur les endroits où ils vivaient. J'ai été personnellement témoin avec d'autres bénévoles de violences policières et pas que du gazage. Des jeunes de 14 ans qui étaient inconscients entre des camions de CRS, des amis à eux qui essayaient de venir les voir pour voir comment ils allaient, qui se prenaient des coups de lacrymogène et des coups de tonfa. Derrière s'en suivaient des chasses à l'homme et devant mes yeux, j'ai vu des personnes, des jeunes, se faire frapper à coups de Rangers et gazer. Et derrière qu'on récupérait dans nos bras et qu'on soignait comme on pouvait, encadrés par des filets de CRS autour de nous pour savoir les preuves qu'on avait, etc. Et avec toute la communauté derrière nous en train de se protéger derrière les bénévoles. Des faits comme ça, on en a été témoin des dizaines, des vingtaines, des centaines de fois. Aïdé Zabiran, comment vous avez fait pour obtenir le récit du CRS que vous avez publié dans le dernier hebdo? Je peux vous le dire. Il faut le protéger, ce monsieur. Non, mais ça fait 7 ou 8 ans, parce que j'ai fait un bouquin sur Calais et toutes les jungles, parce qu'il y en a plein, hein. Il n'y a pas du tout seulement Calais et Grande-Synthe, il y a plein de jungles dans la région Nord-Pas-de-Calais. J'ai fait un bouquin sur ça qui est sorti en 2012, et à l'époque, je m'étais dit, voilà, tu as tout raconté, tu as parlé à la PAF, tu as parlé aux chauffeurs routiers, tu as parlé aux types qui sont au port, aux vigiles du port, qui te racontent comment ils marchent sur les têtes des gens quand ils ouvrent les camions pour aller chercher ils tombent sur des types et ils marchent sur des gens. Voilà, j'ai raconté j'ai donné la parole à plein de gens, et sauf le CRS. Donc c'était cette idée depuis tellement d'années. Vous aviez essayé avant? Mais oui, bien sûr, ça fait des années que j'essaye. Et comment on fait pour trouver? C'est le voisin, du cousin, du beau-frère, du copain, du contact de la nièce. C'est que comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé, en fait. Et ça fait longtemps que je cherche. Mais il n'y a pas... ils ont la trouille, évidemment, d'être repérés. Donc... je dois évidemment lui garantir une protection totale. Et votre constat à vous, tout au long de ces années où vous avez couvert Calais, sur cette question de savoir si les violences sont imputables à des instructions ou à une bride qui est laissée sur le coup, ou à des actes de sadisme personnel, ou tout simplement des gens qui pètent les plombs, des policiers qui pètent les plombs, ce qui peut arriver aussi. Enfin, voilà. C'est un peu tout ça. Je pense que l'ordre n'est pas dit tu vas aller gazer des couvertures, mais l'ordre qui est donné, c'est tu vas faire de l'éviction. C'est comme ça que le dit le CRS dans le témoignage. On fait de l'éviction, débrouillez-vous, débarrassez-nous de ça. Quand on vous dit ça et que vous avez une lacrymo, vous utilisez la lacrymo pour le faire. Il y a diverses manières de réagir. Je ne sais pas si Yann est d'accord avec moi, mais je l'ai entendu... Gaël, oui, c'est son père qui s'appelle Yann, qui est aussi bénévole à Calais. C'est que toutes les compagnies de CRS ne réagissent pas de la même manière. Il y a des réputations. Oui. Et les syndicats. Voilà, il y a des réputations de compagnies qui sont plus violentes que d'autres. Et la police municipale de Calais, elle n'est pas toute blanche non plus. Les municipaux? Oui, alors ce que je voulais ajouter là-dessus, c'est par exemple, il y a eu dès la fin dès après Sangatte, des témoignages de gens qui disaient on m'enlève mes chaussures, on me chope, on m'enlève mes chaussures et on me lâche à 40 km et je dois revenir à pied sans chaussures. Ça, j'ai entendu très souvent. Voilà, et donc il y a des moments où ce témoignage disparaissait totalement, je ne l'entendais plus.
parce que sur 18 ans, j'ai eu le temps. Et des fois, ça revient. Et alors, il y a des associations qui interpellaient le préfet en disant, on entend ces témoignages-là. Le préfet disait, bon, hein, on va faire en sorte que ça disparaissait, puis ça revenait. Et ce qui me frappe aussi, c'est de voir cette unanimité dans les associations à certains moments, parce que je pense qu'il y a vraiment des pics dans les manières de faire. Quand c'est uniquement les no-borders qui le disent, c'est un indice, mais quand c'est les no-borders et toutes les autres, jusqu'au Secours catholique, jusqu'aux plus conservateurs, on va dire, des membres d'associations, vous vous dites qu'il y a un sujet. Quand vous allez dans une usine et qu'il y a un problème de conditions de travail et qu'il n'y a que Sud et la CGT qui vous le disent, vous vous dites, bon, ok, je vais aller voir. Mais quand aussi la CFE-CGC le dit, eh ben vous vous dites, il y a un sujet. C'est pareil, là. C'est-à-dire qu'on a vraiment une alerte générale à certains moments, puis à d'autres, ça se calme. Avec une petite chose, c'est que si vous prenez le témoignage d'un exilé, pour le gouvernement, ce n'est pas une preuve. Un Afghan qui vous dit « j'ai été gazé », cette parole ne vaut strictement rien. C'est un être humain dont la parole compte moins que celle des autres. De la même manière, ce qu'a réussi à faire Yann Moix, et c'est là où c'est très intéressant, et c'est la raison pour laquelle on est autour de cette table aujourd'hui, c'est que jusqu'à aujourd'hui, de dire que ce système de point de fixation, d'attaquer les migrants avec du gaz et des tentes est un système institutionnalisé, un système d'État, ça veut dire qui est généralisé à Paris, à Calais, quand c'était les associations qui le disaient, quand c'était les journalistes indépendants qui le disaient, on en doutait. La préfecture pouvait continuer à le contredire, comme elle vient de le faire avec un exercice très habituel de non, machin. Mais maintenant que c'est Yann Moix qui le dit et qu'il atteint une cible d'audience qui n'est pas habituée à entendre ce genre de choses, là c'est complètement différent. Je suis absolument persuadé, et je le redis, mais si Gaël et moi avions écrit cette tribune dans Libération, on serait attaqué en diffamation par la préfecture. Le personnel n'exclut pas qu'il y ait une sorte de configuration structurée pour que ces ordres soient exécutés. L'un et l'autre. Je ne vais pas faire de comparaison historique, ça serait indigne. Mais on connaît très bien les systèmes d'ordre qui sont interprétés au niveau humain c'est ramifié à l'infini en fin de chemin, si vous voulez. Et après, l'interprétation des ordres, le sadisme humain se met en branle ou pas, selon les individus. Un de mes meilleurs amis, qui était sous mes ordres à l'armée quand j'étais lieutenant, et CRS, je l'ai rencontré par hasard à Calais. C'est quelqu'un de très humain qui rentre chez lui le soir très mal, bouleversé. C'est un grand lecteur de Proust, de Céline. Voilà, c'est quelqu'un de très fin. Et il me dit, bon, moi ça me pose des problèmes moraux, mais quand je suis sur le terrain, je mets mon existence, c'est dans le film, hein, je mets mon existence entre parenthèses, j'obéis aux ordres. Vous avez retrouvé par hasard à Calais un de vos meilleurs amis qui est CRS. J'étais au 3e régiment d'artillerie de marine, j'étais aspirant sous-lieutenant et lieutenant. Un CRS, c'est dans mon film, vient m'interpeller, qu'est-ce que vous faites, vous filmez ? Et il me dit, oh pardon mon lieutenant, je ne vous avais pas reconnu. C'est dans mon film, j'ai dit repos, j'ai honte, je dis mais j'ai honte, mais c'est moi qui vous ai appris à vous servir d'un fusil, d'un pistolet automatique et d'un lance-grenade et d'une grenade. C'est moi qui ai appris à dégoupiller en 1993. Et donc j'ai évidemment parlé longuement avec lui, en off, et pas simplement en off, j'ai aussi des images, mais je ne trahirai jamais, je veux préserver son identité. Et il me raconte qu'il est dans un état de délabrement moral le soir quand il rentre, et il lit beaucoup, il écoute de la musique, mais qu'il n'a pas d'état d'âme pendant ses missions. Il obéit aux ordres. Il y a quand même un élément très intéressant, c'est que les vacations de CRS sur Calais sont beaucoup plus courtes qu'ailleurs. Normalement, une vacation de CRS, c'est-à-dire un déplacement de CRS sur une zone, c'est 15 jours. Une compagnie de CRS qui se déplace sur Notre-Dame-des-Landes, par exemple, en général, ils sont 15, voire même 3 semaines avec un petit étirement, etc. Ils sont logés dans des hôtels très chers à la République, voilà. Parfois à 1h30 de Calais. Exactement. Le groupe Accor, par exemple, loge la plupart des CRS. Et parfois, les passeurs dorment dans le même hôtel que les CRS. Nous, on a dormi dans le même hôtel qu'une compagnie de CRS. Et les passeurs. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on a pu discuter avec eux, justement. Et en fait, les vacations de CRS à Calais ne durent que 7 à 8 jours. Parce qu'ils ne supportent pas de rester plus longtemps. C'est quand même incroyable que pour un CRS qui est quand même formé, c'est son job, etc., rester 2-3 semaines à Notre-Dame-des-Landes, pas de problème. Rester 7 à 8 jours à Calais, c'est trop... Ils font des burn-out. Ils font des burn-out. Ça se voit très bien. On peut tout à fait comprendre. C'est le honneur de faire ça. Moi, j'ai discuté avec un CRS, justement, on s'est retrouvé dans un hôtel. Alors, c'était trop drôle parce qu'on essayait d'être discret, on avait fait des tours et tout pour pas se faire repérer. Et on s'est retrouvé dans un espèce de... C'était à Coquel, et en fait, il y a plein d'hôtels autour du tunnel sous la Manche, forcément, puisque les gens dorment pour prendre les ferries, etc. Et on s'est
retrouvé dans un hôtel avec 3 compagnies de CRS. Il restait 10 chambres pour le public, il n'y avait que nous, quoi. Donc il y avait 500 CRS et 2 journalistes indépendants. C'était, quand on est arrivé à l'accueil, il y avait une estafette à côté de... Et alors au petit déjeuner, c'était comment? Ah, il y avait une super ambiance, c'était vraiment génial. Et du coup, le soir, un samedi soir, ils travaillaient pas et ils faisaient la fête. Voilà, je dirais pas ce qu'ils font, ils ont le droit d'avoir une vie privée, quoi. Mais bon, ils étaient bien peintés, quoi. Et du coup, ça nous a permis de sortir fumer une cigarette et d'en profiter pour on s'est pas caché, on leur a dit qu'on était journalistes, mais qu'on était en off et que je dirais pas machin. Mais on a vu des choses, on a pu leur poser des questions qu'on n'aurait jamais pu leur poser devant une caméra. Et clairement, on a vu des gens qui n'étaient pas du tout à l'aise avec ce qu'ils disaient. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y en a qui en ont absolument rien à faire et qui sont totalement à l'aise avec ça. Il y en a qui, Daniel, c'est la mollesse de la violence. Et je suis un jour allé avec Jacques Attali à Calais et il a résumé la situation de la manière suivante. Il dit, c'est très étrange, il y a une sorte de politesse du gazage ou une mollesse. C'est-à-dire qu'il y a de lassitude. Il y a une sorte de banalité, de normalité qui parfois, vous voyez les CRS, ils voient un groupe de jeunes qui marchent, qui ne montent pas dans les camions, qui marchent, ils sortent de manière un peu dégingandée, un peu lasse. Ils font pchit par acquis de conscience parce qu'il y a un moustique ou un parasite qui semble les gêner. Et les migrants, les mains dans les poches, acceptent de prendre quelques particules de gaz lacrymogène et ça continue de manière molle. Et ça, cette banalité, si vous voulez, de l'acte violent est d'une violence presque supérieure à la violence officielle, qui est celle de la brutalité. J'irais même bien plus loin que ça. Au mois de janvier-février dernier, les CRS appelaient les réfugiés. Le réfugié, la personne arrivait près du camion et il se faisait gazer. Ça, alors là, il les appelait pour qu'ils viennent à leur rencontre et il les gazait. Et j'en ai pas eu un des témoignages comme ça, j'en ai eu plusieurs. Et je voulais juste aussi dire... Donc là, on est dans le pur sadisme. Dans le pur sadisme. Et je voulais juste rebondir aussi par rapport à la police, en fait, qui n'aime pas ce qu'elle fait et les ordres qu'elle a, qu'on lui donne. On était sur un point de distribution et à l'époque, on subissait des entraves journalières sur tous les points de distribution sur lesquels on essayait d'apporter à manger et des vêtements. Et il y a un des CRS, je pense que c'était un des plus gradés de cette brigade, qui dit « c'est une honte ». Donc je le regarde, je lui dis « mais c'est pas une honte, on essaie juste de donner à manger à ces personnes et de l'eau ». Il me dit « non, mon travail c'est une honte ». Et là, je suis resté en face de lui, alors, à ce propos, je voudrais d'ailleurs qu'on voit une séquence qu'on avait préparée, une séquence qui se passe justement sur un point de distribution de nourriture. C'est un extrait d'un documentaire qui a été diffusé dans le média cette semaine. C'est un documentaire réalisé par Arthur Levivet qui s'appelle « Regarde ailleurs » et qui, lui, il a pensé comme un état des lieux un an après le démantèlement de la jungle. Et c'est un moment, une distribution alimentaire entravée par la police qu'on voit au milieu de la nuit. Ça suffit. Chaud. C'est bon. Stop, 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 stop. 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 Jacob. Stop. Jacob. Ok, stop. 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 Stop, stop. Alan, go in from the truck, please. Ouais, c'est le bordel quand vous arrivez, ouais. Bouffer, toi. Tous les soirs, t'es là. Attends, il est là. À 20h, il est là. 21h. Allez, hop. C'est bon. Voilà, ça commence à bien faire. Là, le petit, là, il arrête pas de manger. À 20h, à 23h, à 22h. C'est bon. Jugez, mais on juge pas quand vous mangez chez vous. Moi, je mange à des heures fixes. Oui, oui. Alors, c'est pas pour multiplier. Ouais, bien sûr. Faites-en 8 des distributions de repas. 12 même, si vous voulez. Une toutes les 600. heures. Alors, moi, je mange à des heures fixes, point. Bon, formidable personnage de documentaire. Hein, alors, mais ce que vous disiez en regardant la séquence, c'est que c'est un cas isolé. C'est un commandant de CRS un peu particulier. C'est bien. Non, ah non. Lui, c'est Calais, ça. Ah, c'est un municipal, lui. C'est le commandant, je crois même. C'est le commandant des municipaux. C'est le commandant du commissariat de Calais. D'accord. Donc, en gros, quand j'étais dans les geôles du commissariat de Calais, c'est lui le patron, quoi. Et, il m'appelle par mon prénom. D'ailleurs, là, je pense que c'est aussi ton cas.
il a une relation avec les migrants, avec les gens, qui est comme celle d'un méchant professeur d'école, comme ça, méprisant, qui met presque des croche-pieds à ses élèves, quoi. Moi, j'ai déjà filmé plusieurs fois ce monsieur, et je ne comprends pas ce qu'il fait là, quoi, en fait. C'est qu'il arrive à être commandant dans un endroit aussi sensible, des bourdes comme ça, il en fait tous les jours, quoi. C'est incroyable. Je ne vais pas dire son nom, mais... Qu'est-ce qu'il en est légalement du fait d'entraver comme ça une distribution de nourriture? Ils ont le droit ou ils n'ont pas le droit pour dire les choses de manière... Sinon, j'aurais été en garde à vue et j'aurais été en prison. Et ça a duré pendant 4 mois. Parce que c'est vous qui filmez, là, il faut le dire. Hein. Vous. Et donc ce qu'on voit là, en fait, on l'a subi 5 fois par jour. Sur des points de distribution, par exemple, en centre-ville, on était obligé de s'y reprendre jusqu'à 5 fois pour pouvoir apporter à manger et de l'eau aux personnes. Et, donc, le fait d'entraver une distribution de nourriture est légal, ils ont le droit de le faire. Non, ils n'ont pas le droit. Non, c'est sous prétexte du contrôle d'identité qui mettent fin à la distribution alimentaire. C'est-à-dire en fait, ils font un barrage et ils font fuir les gens. S'ils voient qu'il manque montrez-moi vos papiers, montrez-moi vos papiers. Ils prennent le camion en fourrière. J'ai vu, depuis la hauteur d'un appartement, une course-poursuite, comme dans un film américain, entre un camion de distribution alimentaire et 3 bagnoles de la police municipale à Calais, parce qu'ils essayaient de rentrer sur un espace, une espèce de parc, comme ça, c'est là où il y a les oromos. Et en fait, la police essayait de les empêcher de rentrer dans le parc en se mettant en travers. Donc on avait 2 voitures de police qui se faisaient face, le camion qui essayait de passer, ça marchait pas, il faisait marche arrière, il faisait semblant de partir, les policiers s'en allaient, puis ils réessayaient de passer. Mais c'est ridicule et c'est quotidien. On a dû faire des plans d'attaque pour arriver à distribuer à manger, c'était de la folie. Personnellement, dans la voiture que je prenais avec mes collègues pour coordonner les actions de terrain, on était suivis par le commandant de police jusqu'à nos lieux de vie. Ce monsieur a fait jusqu'à 8 tours de rond-point avec moi derrière. C'était du harcèlement. Ensemble, oui. Je me suis fait fouiller, moi. Ils nous lâchaient pas d'une minute. On faisait un tour la nuit en janvier. C'est vieux maintenant, juste après le démantèlement. Et on nous a demandé d'ouvrir nos sacs. Je pense pouvoir affirmer que c'est quand même le commandant du commissariat où il y a eu le plus de journalistes en garde à vue en 15 ou 20 ans en France, dans le marge de l'évacuation de la jungle. Municipale, pour être très clair. Donc police municipale et police nationale. La maire de Calais a essayé d'interdire les distributions. Justement, il y a eu un arrêté en mars en ce sens qui interdisait les rassemblements sur certains lieux et qui a été cassé par le tribunal administratif à la fin du mois. Et les douches, c'était ensuite. Alors ça, les douches, c'est pareil. Mais qui a été cassé, ce qui veut dire qu'il reste autorisé de distribuer de la nourriture. Mais c'est un droit fondamental de distribuer de la nourriture à des personnes, en fait, ça devrait être... Oui, mais des fois, quand on voit les images, on en arrive à douter. Donc c'est pour ça qu'il est utile de préciser les choses. C'est une histoire auquel peu de gens vont parler parce qu'il y a une espèce de honte par rapport à ça. La gale, c'est pareil. Les douches ont été installées pour une raison très précise. Non pas parce que le tribunal administratif, la maire de Calais, elle s'en fout. Quand elle a été condamnée pour les douches, elle ne les a pas installées. En tout cas, elle n'a pas respecté la loi. Ils ont installé des douches pour les migrants à partir du moment où les enfants des écoles primaires de Calais se sont mis à attraper la tuberculose. Les enfants aujourd'hui ne sont plus vaccinés contre le BCG. Nous, on l'est encore, mais les enfants, depuis les années 2000, je crois, ne sont plus vaccinés contre la tuberculose. Tant que les migrants avaient la tuberculose, une maladie qui est censée avoir, entre parenthèses, disparu en France quand même. C'est pas la seule qu'on a vue à Calais, qui est un peu exotique, mais bon, la tuberculose, c'est quand même 9 mois d'antibiotiques, c'est très grave, c'est très lourd, surtout pour les enfants. Tant que les migrants avaient la tuberculose, on s'en foutait. Précisons que sur des douches mobiles, pour éviter encore le point de fixation. Exactement. Pas des douches qui restent à un endroit précis. Il a fallu que certains enfants d'école maternelle et d'école primaire, parce que la tuberculose, elle traverse, elle ne s'arrête pas au bout des portes, quoi. Et il a fallu que des enfants calaisiens, parfois des policiers eux-mêmes, attrapent la tuberculose qui avait été véhiculée par les réfugiés parce qu'ils avaient des conditions d'hygiène déplorables, qu'on installe des douches. On en arrive à un point, on se dit, mais est-ce que c'est possible? Moi, je trouve que la maire de Calais, moi, ce que je demande, en fait, en tant que journaliste, c'est une commission d'enquête parlementaire sur ce qui est en train de se passer à Calais. C'est à ce point grave qu'à un moment, on devrait... il y a eu une commission d'enquête parlementaire sur la mort de Rémi Fraisse. Je pense que, vu le nombre de morts qu'il y a à Calais, déjà depuis le début de l'année, je ne sais pas à combien on en est sur l'autoroute, mais 3. Le cimetière des exilés à Calais... c'est un par semaine. Quand vous allez dans ce petit cimetière où il y a toutes les tombes de gens dont la date de naissance se situe entre 1996 et 2003... Je vous assure que ça remue les tripes. Je ne dis pas que ce sont des morts de violences policières. Ce sont des jeunes qui sont souvent morts en essayant de monter dans un camion ou de maladie. Faut être très précis là-dessus. Mais quand même,
on ne peut pas rester insensible. Et quand j'utilise des mots très durs, comme lorsque je dis que des actes criminels sont commis au nom de la République sur le sol de la nation, c'est véritablement le cas. Et on se demande au bout de combien de preuves on va être tout simplement reçu ou entendu. Reçu calmement par des responsables politiques. Il y a une hypocrisie, le fait que Macron aille à Calais. Moi, je m'attendais, parce que Macron, il aime bien nous surprendre. Oui, il était allé dans un Calais qui n'existe pas, voilà, un Calais fictif, il était allé à Pyongyang. Mais à un moment, moi, je m'attendais naïvement, parce que Macron aime bien surprendre les gens, comme s'il nous a surpris sur Notre-Dame-des-Landes, on peut le dire, qu'à un moment, ils viennent avec des annonces. Tiens, on va ouvrir un centre d'hébergement, tiens, on va aider les gens. Mais non, il est juste venu dire à la préfète, tout va bien, à la maire, un petit caresse dans le dos. Duplex, ça n'aurait rien changé, il n'a pas vu Calais. Je voulais juste rebondir par rapport au fait que les morts à la frontière, oui, il y a des morts à la frontière et il y a des solutions pour ça. Il y a des couloirs humanitaires qui devraient être mis en place pour éviter ces morts. Il y a un vrai accueil qui devrait être fait en France et une politique d'intégration qui devrait être mise en place. Et à l'heure d'aujourd'hui, on parle beaucoup des violences policières, etc. Mais il y a des choses qui doivent être mises en place pour aider ces personnes et pour éviter ces morts demain. Et c'est vachement important et on peut le faire. Et on peut vraiment le faire plutôt que payer des CRS et prendre l'argent de l'Angleterre. Et on voyait derrière vous, pendant que vous parliez, le cimetière dont parle... Je dois préciser aussi autre chose. Il y a des milices d'extrême droite, on n'en parle pas, mais c'est un sujet, qui fracassent du migrant la nuit et qui essayent d'aider ce que ne demandent pas les CRS. Les CRS ne demandent pas l'aide des milices. Mais il y a je les ai filmés aussi, des gens qui disent oui, nous sommes représentants des Calaisiens. On ne supporte plus que les migrants viennent déraciner des arbres pour les mettre sur les tronçons d'autoroute, comme des attaques de diligence. Et nous assurons nous-mêmes la sécurité des Calaisiens. Et oui, on frappe, on casse du migrant la nuit. J'ai quand même filmé une personne braquant un fusil de chasse sur une manifestation de migrants qui demandait la fin de la jungle. Cette personne n'a jamais été condamnée. C'est un vrai fusil de chasse. Il l'a braqué sur la foule. Je veux dire, imaginez en plein Paris un mec qui braque un fusil de chasse. Ces miliciens, c'est Orange Mécanique dans les rues de Calais. Ils ont les battes de baseball, ils ont tout. Sur la dune de la jungle de Calais, on retrouvait le matin des douilles de fusils de chasse, de plomb. Ils s'amusaient à venir sur le bordure, à une centaine de mètres de la jungle, et tirer dessus. Quand on parle cette personne n'a jamais été condamnée pour ça. Qui avait été filmé par France 2 il y a quelques années. Non, c'est moi qui l'ai filmé. C'est vous, ça? C'est mes images. C'est inouï, cette image. Et cette personne n'a jamais été condamnée. Je veux dire, c'est une manifestation de gens qui passaient par là, il les a provoqués, etc. Enfin, on a l'impression à Calais de ne pas être en France. C'est ça. Dans un cosmos spécial qui n'a rien à voir avec la République, rien à voir avec la nation française. Je vais en Irak ou en Syrie, je sais ce que je vais voir. Et j'ai fait une sorte de burn-out, moi, au mois de décembre. J'en pouvais plus d'aller à Calais parce que je me suis dit, en fait, le traumatisme, c'est pas simplement de voir ce que je vois, c'est de voir ce que je vois en me disant, je suis en France. Et ça, le cerveau l'accepte plus à un moment donné. Mais là où je suis parfaitement d'accord avec Yann, moi, c'est ça. C'est à un moment, je pense que tous ici, on est rentré le soir ou chez nous après. Avec des nausées, des envies de vomir, des goûts de pneus brûlés dans la bouche. On est vraiment chez nous. Des picotements dans les mains. À un moment, quand on parlait du gaz, vous n'étiez pas là à la jungle, mais le gaz, c'était ils ont donné le chiffre à la fin, 85 000 grenades en un an et demi. C'était tous les jours. Et c'est des grenades qui se dispersent en 6, qui couvrent une zone de 250 mètres carrés. La jungle, c'était pas si grand que ça, donc c'est un brouillard. C'est un brouillard qui monte comme ça. On peut considérer que les gens ont été gazés quotidiennement dans cet endroit. C'est le gaz CS, c'est un gaz neurotoxique. C'est un gaz qui est interdit en combat. Ça veut dire que si aujourd'hui on fait la guerre, les lois de la guerre interdisent d'utiliser ce gaz-là contre des troupes adverses, parce que c'est un crime de guerre. Par contre, c'est autorisé contre les manifestants et les migrants, etc. Bon, ça c'est une autre chose. On n'est pas les seuls à utiliser le gaz CS en Europe, mais je voudrais quand même mettre en lien, parce que c'est important pour pouvoir prendre la considération. Moi, je viens de Strasbourg. Je peux voir un peu ce qui se passe en Allemagne avec les réfugiés. La situation n'est pas la même, nos pays sont très différents. Pendant que vous parlez, on voit un des anciens papiers de Haïdé Sabéran dans Libération, mais juste janvier 2016. Pour finir juste sur tes chiffres, la France a accueilli... Je lisais juste pour montrer que ça avait été documenté par... que vous l'aviez constaté sur place. C'était des images des No Borders qu'on avait récupérées dans le papier, qui sont des images sur YouTube. D'accord. Il y a un film qui est intégré dans le papier. D'accord. Tout ça pour dire quand on nettoyait la jungle, on récupérait, avec les équipes, on nettoyait la jungle, on remplissait des quantités de sacs, poubelles, mais remplis de lacrymo. Mais je m'en rappelle d'une journée, il y avait, on avait 20 sacs remplis de cartouches de lacrymo. Ils fabriquaient des bateaux d'ailleurs avec la jungle. Il y avait des œuvres d'art avec
des migrants. La France a accueilli en 2016-2017 entre 20 et 30 000 réfugiés. L'Allemagne en a accueilli 1,2 million. J'ai pas l'impression qu'en Allemagne, il y ait beaucoup de problèmes par rapport à ça. Nos pays sont différents, mais la manière dont ils ont été traités, la manière dont ils ont été accueillis, a quand même été un petit peu plus humaine que la manière dont ça se passe en France. Et donc, tout ça pour dire que c'est pas impossible. C'est pas hors de notre portée d'être un minimum humain, c'est pas hors de notre portée de leur donner à manger, de leur donner un hébergement, une douche, etc. C'est vraiment une volonté politique, c'est vraiment une institutionnalisation de la misère qui est mise en place, et c'est très bien que ça a été signalé. Que ça ressort clairement de la discussion qu'on vient d'avoir tous les quatre et sur laquelle il n'y a pas grand-chose à ajouter. Juste une chose, je vous vois là, avec votre chemise à col ouvert, et je me dis, BHL a trouvé son successeur, quoi. Est-ce que c'est un modèle... Alors, par ailleurs, vous êtes très proche de lui, vous l'admirez beaucoup. Est-ce que c'est un modèle d'intervention publique dont vous vous êtes inspiré ? Je crois que ça n'a rien à voir. On n'a pas du tout les mêmes... si vous voulez, moi, je suis... vous me dites que je suis proche de Bernard-Henri Lévy. Non, mais c'est la vérité. Vous savez, Bernard-Henri Lévy, quand je suis venu du service militaire que j'ai fait à Verdun, je suis un provincial, je suis arrivé à Paris, je connaissais absolument personne. Je suis allé au culot chez Grasset. Et celui qui m'a donné ma chance, c'est Bernard-Henri Lévy. Non, mais vous avez le droit, hein, vous n'êtes pas obligé de vous défendre. C'est vrai que c'est quelqu'un qui, pour cette raison-là, j'ai la reconnaissance du ventre. C'est la première personne qui m'a tendu la main à Paris, je ne l'oublierai jamais. La deuxième chose... Est-ce que c'est un modèle qui vous inspire ? On n'a pas du tout la même structure intellectuelle. Si vous voulez, moi, j'ai une manière d'inconscience chez moi. C'est-à-dire que l'outrance que certains me reprochent, que je trouve, moi, totalement proportionnée à la violence des faits, n'est pas du tout dans le logiciel de Bernard-Henri Lévy. Qui n'est pas, à mon avis, dans la même violence verbale que moi. Il a une manière aussi peut-être de s'intéresser, là en ce moment, à des choses extérieures à la France. Moi, je n'avais pas prévu de m'intéresser à ça. Mais une fois qu'on a mis le pied dans cette jungle, dans cette absence de jungle, parce qu'il n'y en a plus, en fait, on ne peut plus enlever son pied. C'est comme les mines antipersonnelles. Une fois que vous avez le pied dedans, vous êtes englué dedans, dans une nasse. Et moi, je n'avais pas prévu ça. Je pensais faire quelques images à Calais et m'en aller. Et en fait, je suis englué dans quelque chose que je n'avais ni calculé ni prévu. Et j'essaye de me faire le porte-parole de tous ceux qui collectent des preuves, comme madame, depuis 15 ans. Et j'arrive là, si vous voulez, pour essayer de cimenter quelque chose qui ne prend pas. Et au bout d'un moment, je me dis, tant pis pour les conséquences. Tant pis si j'ai des contrôles fiscaux, si je suis emmerdé, si j'ai des menaces, etc. J'y vais. C'est ce qui va vous arriver. C'est ce qui va vous arriver. J'y vais et je ne vais pas changer de cause demain matin. Étant obsessionnel, je resterai tout le temps qu'il faut sur celle-là. Bon, si vous avez un contrôle fiscal, vous prévenez quand même. Qu'on en parle. Je viendrai. Merci à tous les quatre. J'aimerais quand même dire une chose, c'est que il me semble que Arrêt sur Image a été lancé sur le web en janvier 2008. Exactement. Si je ne m'abuse. Donc j'aimerais offrir une petite bougie d'anniversaire pour les 10 ans d'Arrêt sur Image. Voilà. Alors comme les médias indépendants, on n'est pas très riches, je t'ai ramené une bougie chauffe-plat, Daniel. Mais voilà, c'est quand même important de dire qu'il y en a qui fonctionnent sans subvention. Sans aide de l'État et qui sont toujours là au bout de 10 ans, ça donne de la force aux autres pour continuer. Alors, je ne sais pas si on peut zoomer sur la bougie. Voilà. Vous savez que vous faites extrêmement violence. Vous faites extrêmement violence à notre pudeur naturelle. Désolé, je sais. Vous en avez pas parlé, vous m'obligez à le faire. Donc, à notre refus de l'autocélébration. Donc bon anniversaire. Non, on ne voit pas la bougie là. Attendez, on va essayer de... Voilà. Écoutez, merci. C'était pas du tout prévu. Merci. Juste rendre hommage aussi à toutes les personnes qui se mobilisent pour accueillir les réfugiés en France et qui se donnent sans compter tous les jours. Et c'est comme ça qu'on pourra prôner un vrai accueil en France. Il faut que les gens continuent à se mobiliser et continuent le combat. Et dans toutes les choses qu'a dit Yann Moix ces derniers temps, la plus importante et la plus vraie, c'est allez vous rendre compte par vous-même de ce qui se passe à Calais. C'est pas loin, ça coûte pas cher. De Paris, c'est 15 €. Ça prend 1 heure, vous pouvez y aller la journée, revenir le soir chez vous. Mais allez voir avec vos yeux. Parce que nous, avec nos caméras, on n'arrive pas à raconter l'horreur de ce qu'on peut voir. C'est tellement... On ne pourra pas dire on ne savait pas, on n'arrête pas de faire savoir et on a l'impression que ça ne sert à rien. Allez voir le grand mystère est là. Il y a un trou noir, plus on donne de preuves, plus il en manque. C'est très étrange. Si vous voulez c'est pour ça, d'une certaine façon, le coup de génie, c'est l'adresse au président de la République. Parce que il fallait incarner un truc à un moment donné. Merci à tous les quatre. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.